Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest mother on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Charles Chevalier. I am the greatest. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans le RMC Fighter Club numéro 375. Aujourd'hui, on parle MMA à quelques jours de l'UFC 322 de New York et du combat de Benoît Saint-Denis contre Beneil Dariush. Après 2 défaites d'affilée contre Poirier et Moïcano, BSD s'est rattrapé en battant Prepolek et Rufi pour intégrer le top 10 des moins de 70. La victoire est obligatoire pour le français. Un enjeu XXL pour Saint-Denis dont on va parler avec le pilier du RMC Fighter Club, Baba. Salut Baba. Salut les gars. Désolé, tu seras pas sur place cette fois-ci. Non. Dernier 321, t'étais bord de cage et finalement. Mais New York, c'est une ville que je connais très bien parce que j'y ai vécu en plus, donc une ville très chère à mon cœur. Mais bon, on va regarder ça de loin et animer tout ça avec vous parce qu'on aura beaucoup de travail nous cette semaine. Et toi, tu seras en plateau samedi soir, dans la nuit de samedi à dimanche avec Thomas Desson, il me semble. Exactement, je serai en plateau et puis ensuite vous me rejoignez quand l'event est terminé pour regarder le One parce qu'on a le plus gros One de l'histoire. Ah oui, c'est vrai que t'enchaînes. Ah ouais, t'enchaînes dans la nuit de samedi à dimanche. Yes. Oh là là, on mange Gucci. J'espère que tu vas passer voir les DRH qui vont te récompenser de cette nuit exceptionnelle, Baba. Et puis Anto Sterpini qui lui aussi œuvre toute cette semaine, notamment pour monter, aider à sélectionner les meilleurs moments de cette Fight Week qui vient de New York. Donc merci Anto. Mais merci à vous, merci à Baba. Et si jamais vous voulez commencer votre soirée assez tôt samedi, il y a un KSW que je commente avec Amaury Wakozako. Tu peux enchaîner ton KSW. Mais après, toi, tu travailles pas dans la nuit de samedi à dimanche. T'essayes pas de. Non, je travaille pas dans la nuit. Baba, il a un mérite. Toi, tu en as un petit peu, mais un peu moins quand même. Mais il y a le Fighter Club, il y a le Fighter Club Sunday le dimanche. C'est vrai, on va tout décrypter avec Flora, avec Jalito. Non, très grosse semaine, surtout. Suivez les pages RMC Sport Combat, c'est bien évidemment avec beaucoup de contenu comme d'habitude. Alors BSD va-t-il confirmer qu'il a le niveau pour apparaître parmi les 10 meilleurs combattants chez les poids légers? C'est parti pour le RMC Fighter Club. Allez, comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez nous poser vos questions aussi sur les différentes plateformes de podcast et sur YouTube pour le RMC Fighter Club. Et puis, on essaye d'y faire honneur avec Baba, avec Anto, semaine après semaine. Les gars, c'est donc l'UFC 322, retour de l'organisation au Madison Square Garden, comme c'est le cas toujours depuis 2016, sauf en 2020, parce qu'il y avait la pandémie et donc pas d'événement au Madison. En tout cas, c'est devenu un peu la grand-messe au mois de novembre pour l'UFC. Et c'est aussi un contexte qui a connu Benoît Saint-Denis il y a 2 ans et qui lui a énormément réussi puisqu'il a signé la plus belle victoire de sa carrière à l'époque contre Matt Frevola avec un KO plus que spectaculaire. Baba, déjà dans ce contexte pour BSD, c'est forcément positif de revenir là où il a certainement le meilleur souvenir de sa carrière. Ouais, c'est super positif parce que j'imagine qu'il y avait pas mal de pression pour aller combattre Frevola dans ce qui est l'une des plus grosses soirées de l'année pour l'UFC à chaque fois, et ça lui a super bien réussi, ça l'a propulsé parce que derrière ça donne un combat contre Dustin Poirier. Donc gagner à New York dans cet event là annuel, c'est pas la même chose que gagner ailleurs. En fait, pour un combattant, tu vas viser l'International Fight Week ou tu vas viser l'event au Madison Square Garden. Vraiment, si tu veux faire de l'impact, les deux. Tu vas essayer de viser ces 2 events-là. Et le fait qu'il rappelle BSD sur cet event-là, c'est parce que l'UFC sait. En fait, on a besoin de combattants impactants, de combats impactants quand on présente cette soirée-là. Donc, on veut des action fighters, on veut des mecs qui délivrent. Et la vérité, c'est que c'est un des premiers noms en fait, Benoît Saint-Denis dans le roster UFC. Tu veux un mec qui fait de l'action, tu dis lui normalement ça va le faire. En plus de ça, ils l'ont passé de fin de carte prélim à finalement début de carte principale. Heureusement pour eux. Et puis parce que c'est les Bonicales, je crois, du coup, qu'ils ont fait le petit, ils ont inversé les places. Mais faut aussi se dire qu'à l'époque, finalement, quand il bat Frevola, je crois que Frevola est 14. Derrière, il va prendre Poirier, mais en fait, au moment de la victoire contre Frevola, il est potentiellement à 2 combats de pouvoir avoir la ceinture à l'UFC. Parce que s'il bat Poirier avec une grosse perf, Poirier, lui, derrière, va vers Makhachev. Donc potentiellement, il était à 2 victoires d'une ceinture, Benoît Saint-Denis, à ce moment-là. C'est un concours de circonstances aussi, parce que Makhachev avait un peu battu tout le monde et Gaethje avait perdu contre Max Holloway, ça a distribué un peu toutes les cartes. Mais il aurait pu en profiter, BSD. Factuellement, BSD aurait pu en profiter et avoir son title shot contre Islam Makhachev. Et on sait que BSD, même si c'est 2 mois après, comme il l'a prouvé là, si c'est 2 mois après, il accepte, peu importe le combattant. Mais là, c'est Beneil Dariush et
je pense aussi qu'il peut potentiellement être à 2 combats pour la ceinture. Tu bats Benil Dariush, tu bats un top 5, c'est pas déconnant de... Pourquoi pas aller chercher le champion? Je te vois souffler. Mais après là où je peux aller dans tout sens, c'est que avant de combattre Frévola, on serait pas dit que battre Frévola, battre Poirier et direct avoir un title shot, on l'aurait jamais prédit. Toi, tu dis que c'est possible. Est-ce que tu dis que c'est aussi possible que là, dans sa situation actuelle maintenant? Parce qu'entre-temps, il y a 2 défaites qui sont passées par là quand même, tu vois. Donc, bon, je le vois pas à deux victoires d'un title shot. Mais En fait, sur le papier, je suis d'accord avec toi, Charles. Tu te dis qu'en fait, quand tu réfléchis, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, ça va peut-être un peu vite. Mais les 70 kilos, c'est une catégorie bizarre. T'as à la fois les meilleurs combattants et t'as tout le temps des title shots un peu bizarres. Et une fois tous les 2 ans, tu vas avoir une annulation de combat et du coup, il y a un mec qui est dispo, qui est là dans le top 10 en fait, en l'occurrence Moïcano la dernière fois contre Makhachev, parce qu'il venait juste de faire ce qu'il avait fait contre Benoît Saint-Denis. Ça avait marqué les esprits des gens. L'UFC se sont dit, on va lui proposer à lui en fait. Après, j'imagine qu'en coulisses, qu'ils ont peut-être proposé à d'autres dans le classement avant et qu'il y en a un qui était pas prêt, l'autre qui était blessé, je sais pas quoi. Mais tu as eu la même chose quand on n'oublie pas que Khabib, il est devenu champion en battant Al Iaquinta. Qui n'avait rien à faire dans un combat pour le titre à ce moment-là, je suis désolé. Donc il y a des concours de circonstances et j'ai l'impression que ça arrive plus souvent chez les 70 kilos que d'autres. Donc en prenant ça en compte, je me dis, donc c'est pas impossible. Ça m'amène vers ce débat, alors qu'on a eu dans la carte, notamment que Antoine Simon et Taylor Lapillus ont eu dans l'émission La Carte, sur cette catégorie. Quel est votre avis sur la catégorie des moins de 70 kilos? Est-ce que c'est encore l'une des catégories les plus compétitives actuellement à l'UFC? Est-ce que pour vous, ces noms qui peuvent paraître vieillissants sont encore hyper compétitifs? Charles Oliveira, Max Holloway, Justin Gaethje, Dan Hooker, Mateusz Gamrot. Qu'est-ce qu'on pense du top 10 de cette catégorie actuellement? C'est à la fois une des meilleures catégories depuis toujours, de toute façon, et ça a été la meilleure pendant longtemps. À mon sens, c'est peut-être pas la meilleure aujourd'hui. Elle est vieillissante, mais en même temps, les mecs se maintiennent au top. Parce qu'à chaque fois que tu leur donnes un combat d'élite ou que tu leur donnes un jeune qui monte, ils arrivent à prendre le dessus, à conserver leur place. Maintenant, les mecs aussi sont un peu chiants parce que y a beaucoup plus de calculs dans cette catégorie-là quand tu es au top, dans le top 5, dans le top 7. Et, on se calcule un peu plus. Est-ce que je vais prendre lui? Pas tout de suite. Je vais attendre de voir ce que lui va faire, etc. Ça, c'est lié au fait qu'ils soient dans les dernières années de leur carrière. Ouais, ils veulent des title shots, ils veulent des money fights. Et c'est pour ça qu'il faut respecter Dustin Poirier. Quand il a pris BSD, il n'était pas obligé de le faire. C'était un combat dangereux. Rien à gagner. Il avait strictement rien à gagner à le faire et il l'a fait comme tu veux. Donc faut le respecter parce que je crois pas que les autres combattants du classement aussi haut auraient été ok pour prendre BSD. Ils auraient tous dit mais attends, moi j'ai quoi à gagner à le faire, ça m'intéresse pas, tu vois. Donc ouais, c'est particulier. C'est une catégorie que j'aime bien. Mais j'aimerais bien voir du renouvellement. Est-ce que Paddy Pimblett pour toi c'est une forme de renouvellement dans cette catégorie? Oui, ça peut l'être. Il faut qu'il confirme. Faut qu'il confirme parce que c'est pas le Chandler d'aujourd'hui qui va me, tu vois, c'est une très bonne performance, mais il faut qu'il batte un vrai mec d'élite. Comment il est arrivé 6ème? il était 9ème, puis il a gratté des places petit à petit. Ce call-out en plus de Topuria. Bobby Green, Ferguson, Chandler. Oui, c'est ça. Des Kramiko d'exception là, tu vois. C'est ça. Il a quand même fait des bons résultats. Il les a battus les mecs qui étaient devant lui. Mais c'est vrai que quand même, il a été aussi propulsé parce que Topuria qui le call-out lors de sa dernière victoire, il dit c'est Pimblett. Bon, pour l'instant, il y a rien qui est encore fait. Mais en fait, c'est ça. C'est une catégorie de vieux briscards, de requins en fait. Mais les mecs, ils répondent présent quand même. Quand on leur met des petits jeunes dans les pattes, on se dit bon, ça y est, ça va être terminé. Et finalement, ils y arrivent et ils continuent à se maintenir au top. Holloway, ces derniers temps, ce qu'il a fait, c'est fou. Enfin voilà, il y a plusieurs exemples comme ça. Non, mais ils sont forts. Mais je dirais qu'il y a quand même 2 championnats à l'UFC à chaque fois dans des catégories. T'as le top 15 et t'as en dessous. T'as en dessous du top 15. Je dirais que chez les moins de 70, c'est la meilleure KT dans le 2e championnat, hors du top 15. Faresiam, Rebecki, Klein, anciennement Rollby, ces mecs-là, ils se tapent entre eux et ils n'arrivent pas à rentrer dans le top 15 parce que soit on ne leur donne pas leur chance, soit on leur donne un mec trop fort. Klein, on lui avait donné Gamrot qui était numéro 8. Gamrot aussi, lui, qui est le seul à prendre tout le monde en dessous, il faut le respecter aussi. Et moi, je préfère plutôt les 77, mais dans le top 15. Alors que hors top 15, c'est peut-être un peu moins fort. Mais tu vois, c'est ça. Le renouvellement arrive, mais ils ont du mal à arriver dans le top 15 parce qu'il manque cette grosse victoire contre un mec qui est classé entre la 10e et la 15e place. Le parcours de BSD qui a donc été entaché par cette défaite contre Poirier, suivi d'une défaite peut-être encore plus douloureuse, qui a laissé plus de traces contre Renato Moicano, c'était lors de l'UFC Paris.
Bon, depuis, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Baba, chez Benoît Saint-Denis, collaboration avec Nicolas Haute, 2 victoires. Bon, Prépolek, c'était un combat qui n'était pas prévu, puisqu'il devait affronter Alvarez. Finalement, il a quand même accepté de prendre un nouveau combat, un nouvel adversaire. Donc, short notice aussi pour Benoît Saint-Denis, sachant que Prépolek, en plus, il se prépare aussi pour un combat de son côté. Donc, c'était short notice pour les deux, dans à peu près les mêmes circonstances. En tout cas, ce qu'il a montré contre Prépolek, on se doutait qu'il était largement au-dessus, mais surtout contre Maurizio Ruffi, lors du dernier UFC Paris, ça nous a énormément rassuré. Et lui, je pense que ça l'a aussi rassuré pour se présenter là à New York dans de très bonnes conditions mentales, physiques et techniques. Je pense que ça l'a rassuré lui, ça a rassuré Nicolas et l'équipe de façon générale. Ça leur montre que ce qu'ils font, ça fonctionne, leur collaboration marche. Et puis Benoît, ça a dû certainement lui montrer aussi que c'est un combattant qui peut être très versatile s'il a envie de l'être. S'il a envie de l'être, en tout cas, il peut l'être. C'est un combattant agressif, il n'y a aucun problème. Que ce soit au sol ou debout, l'agressivité, c'est sa marque de fabrique. Maintenant, tu peux gagner en étant agressif debout, tu peux gagner en étant très agressif sur un game plan orienté sol. C'est ce qu'il a fait contre Maurizio Ruffi, c'était la chose à faire. C'était la chose qui s'imposait et il l'a fait brillamment au point où ça l'a propulsé très haut d'ailleurs. J'ai oublié de m'imprimer la stat, je suis désolé. Mais en termes de temps de contrôle en top position, ça le met dans le top 10 de l'UFC pour ceux qui ont un certain nombre de combats. Donc pour moi, ça donne beaucoup d'informations, ça. Tu es capable de gagner comme ça, tu es capable de le faire contre pas mal de gens de la catégorie, dans une catégorie qui est remplie de strikers. Là, ça devient très, très, très intéressant. Ouais, en fait, on s'était dit avant le combat, tiens, si on voyait ça de Benoît Saint-Denis, ce serait le top, mais ça va être dur contre Ruffi. Et finalement, il a fait un truc, justement, qui le plaçait dans une position de se dire, il a fait le combat parfait, et donc ça va lui permettre de se redonner confiance. Mais c'est exactement ça, on attendait des réponses sur ces 2 derniers combats. Je me rappelle encore de la preview qu'on avait faite de l'UFC 315, où on voulait des réponses sur Benoît Saint-Denis, ce qui peut faire durer le combat, et ce qui peut, quand il veut finir le combat au sol. Il l'a fait et au 315 et à Paris, et il a répondu pour nous, les médias, tout le monde, mais aussi les paris, parce qu'aujourd'hui, avant contre Ruffi, il n'est pas favori, mais de loin, je crois que sa cote elle est aux alentours de 3, et aujourd'hui c'est lui qui est ultra favori. C'est qu'en fait on voit que Benoît Saint-Denis, à chaque fois il renverse la vapeur, on croit pas en lui, victoire dans le top, et on lui donne, c'est pour ça qu'aujourd'hui on lui donne le top 10 Beneil Dariush, qui est quand même 9ème, qui reste, c'est bizarre, il reste sur une victoire contre Moïcano, mais on lui donne quand même quelqu'un de encore en dessous de Moïcano. Donc c'est à quel point l'UFC lui fait confiance et à quel point ils ont confiance en Benoît Saint-Denis. Beneil Dariush, donc 36 ans. Alors quand l'autre jour, je disais Antoine et Taylor, 36 ans, ils me disaient mais comment ça 36 ans Beneil Dariush en fait, c'est vrai qu'il est un petit peu marqué, ils ont l'impression de le voir depuis 15 ans, donc il a les cheveux un peu gris, donc forcément ça joue aussi. Bon, en tout cas c'est forcément un combattant, quand on disait catégorie un peu vieillissante, on peut l'inclure dans ce secteur-là. 36 ans, 2 défaites sur ses 3 derniers combats. Donc c'était Oliveira et Tsarukyan, je crois, ces 2 défaites, et avant de finalement gagner contre Moïcano. Il y a toujours ce truc étrange on en a souvent parlé dans le Fighter Club en disant pourquoi Mateusz Gamrot il va call out Benoît Saint-Denis. Mateusz Gamrot il est 8ème de la KT, Saint-Denis il est 13ème maintenant, mais bon, il allait le call out même quand il n'avait pas battu Ruffi. Finalement il va prendre le numéro 9, Benoît Saint-Denis. C'est un parfait combat. Peut-être, est-ce que tu le considères plus ou moins dangereux que Mateusz Gamrot, Beneil Dariush? Est-ce que Benoît a plus d'armes pour embêter, pour terminer Dariush qu'il n'en aurait eu contre Gamrot? Pour moi, Dariush est plus dangereux que Gamrot. Après, c'est débattable, il n'y a pas de souci. Gamrot, c'est un bon combattant, je trouve, c'est un bon lutteur, c'est un combattant qui a un bon sol. Dariush, il y a plus de propension au chaos autour de lui. Le chaos, le terme, CHAOS. C'est compliqué d'aborder un combat contre Dariush parce qu'il est fort dans plusieurs compartiments du combat. Il est fort debout, c'est-à-dire que c'est un guerrier, il n'a pas peur. Il n'a pas peur d'échanger avec toi dans la boxe. Si tu veux faire un combat de kickboxing, il va faire un combat de kickboxing avec toi. Le problème, c'est qu'il a un sol d'élite. Un vrai sol d'élite, c'est pas des paroles en l'air ou je sais pas quoi. Il a rivalisé avec n'importe quel très bon grappleur en MMA, et puis il a une carrière de grappleur lui-même. Donc il a montré contre Charles Oliveira notamment que au niveau du sol, il n'y a pas de souci. Non seulement il est capable de très bien se défendre, mais il est capable d'attaquer, il est capable d'aller dans la garde, dans une des gardes les plus dangereuses de l'histoire du MMA. Ça le rend dangereux dans beaucoup de compartiments. Et puis surtout, il faut aussi, même si il a amorcé un déclin, ce qui est logique en termes vu son âge et le temps qu'il combat, Dariush, il a protégé son statut et son classement. C'est-à-dire qu'il est parti titiller le sommet. Il a une des plus grandes séries de victoires dans la catégorie depuis que les lightweight existent à l'UFC.
On lui a opposé un combattant d'élite, il perd. On lui propose un autre combattant d'élite, il perd. Ok, pas de problème. Derrière, on lui propose un combattant qui est classé sous l'élite, en la personne de Moïcano, il le bat. Même si c'est difficile, même si Moïcano a fait des erreurs qui ont précipité sa défaite, c'est ce que je pense. En tout cas, il l'a battu. Et donc, en faisant ça, il dit on peut encore compter sur moi pour le moment, les gars. Je suis pas encore terminé. Les fameux gatekeepers, hein, c'est un très bon gatekeeper du top 10. Exactement. C'est ça. Pour moi, il s'est positionné maintenant en tant que gatekeeper, non seulement en tant que classement numéro 9, c'est parfait, tu vois, et aussi en termes de skills, d'habilité et où il en est aujourd'hui dans sa carrière athlétiquement et en termes de niveau. Anto, Dariush, plafond de verre pour toi aussi, tu vas dire sur top 5, c'est un petit peu trop haut pour lui. Par contre, top 10, c'est exactement sa place. Bah, je pense que vraiment le top 10 c'est la place de Beneil Dariush, hein. La preuve en est, il l'a montré, il a affronté Gamrot, c'était il y a quand même plus de 2 ans voire 3 ans, c'était à l'UFC 280, il bat Gamrot et il le bat. Je sais pas, c'est discutable, il lui met un bras arrière, il fait l'ascenseur directement, Gamrot. Donc il a prouvé en battant Gamrot, en battant Moïcano, il a une grosse série de victoires, je crois qu'à monte à eu 8 ou 9. Il devait affronter Islam Makhachev, ça s'est pas fait, mais à une époque, ça en parlait de c'est la plus grosse menace pour Islam Makhachev chez les moins de 70 avant le title shot contre Charles Oliveira. Donc c'est un nom, c'est quelqu'un, il est dangereux partout en battant quelqu'un comme Beneil Dariush, BSD, met un tampon sur, il met un tampon sur un contrat sur tout ce que tu veux en disant j'ai battu Beneil Dariush, j'ai ma place dans cette catégorie aujourd'hui. Parce que si on compte, il a 2 victoires contre Frevola qui était 14e et Rufi qui était 15e. Aujourd'hui, tu bats un vrai top 10 de l'UFC. Là, tu vas rentrer dans les discussions dont il y a qui au-dessus de BSD Ok, il y a lui, et bah tiens, on va lui donner un mec au-dessus. C'est vrai que ça m'a étonné quand je faisais mes recherches, mais en fait, en regardant, je me suis dit la meilleure victoire de la carrière de Benoît Saint-Denis, c'est un 14. C'était Matt Frevola à l'époque. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'il a montré, par rapport aussi au parcours qu'il a eu, moi, inconsciemment, si tu m'avais demandé comme ça à la volée, je t'aurais dit il a déjà battu un mec qui était autant de top 10, quoi, tu vois. Finalement, c'est plutôt des mecs qui étaient fin de top 15. Et c'est pour l'instant, c'est ça les références vraiment qu'il a en combat, Benoît Saint-Denis. Si tu l'as pensé comme ça, Charles, c'est que tu peux te récompenser toi et toute l'équipe RMC, notamment pour le très bon travail médiatique qui a été fait. C'est vrai. Faut être candide par rapport à ça. On a beaucoup poussé BSD au niveau médiatique, et c'est ce qui fait que c'est vrai. En termes de perception par rapport à la réalité, t'as l'impression qu'il a combattu plus de mecs d'élite, battu en tout cas, plus de mecs élites que ça. C'est pas encore le cas. Il a combattu un mec ultra élite, il a perdu, certes. Dustin. Maintenant, il a affronté des mecs qui étaient sensiblement classés au même niveau que lui. Il les a battus. Maintenant, il réessaye un top 10. Et comme j'ai déjà dit dans une autre émission, je trouve que c'est très bien. Je trouve que c'est bien qu'ils prennent Dariush maintenant, d'avoir cette progression un petit peu plus mesurée. Après, c'est normal. Il y avait le combat contre Dustin, t'es obligé de le prendre. Évidemment, l'UFC décide de parier sur toi. Ils le font pas avec tout le monde. Il n'y a aucune remise en question du fait d'aller prendre ce combat. Quel combat et puis quelles options il prend dans le premier round. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, moi, j'ai toujours préféré ce genre de truc. Là, tu peux battre Dariush. Derrière, tu vas essayer de viser un top 5. Et puis ensuite, pourquoi pas, viser encore plus haut. Donc, c'est un top 10 qui est tellement dense que c'est une chance et c'est un privilège de pouvoir combattre au-dessus de toi. Parce que Dariush, il combat en dessous de lui. Gamrot, il combat en dessous de lui, comme l'a dit Anto tout à l'heure. Il y a plein de mecs qui combattent en dessous. Et quand toi, on te donne que des mecs au-dessus, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que l'UFC te regarde vraiment en haute estime. Ouais, parce que là finalement, quand t'as battu Rufi qui était 15, que toi t'es 13, on pourrait très bien te donner un mec qui est en dehors du top 15. Pourquoi pas ? Et te dire, soit tu gagnes et tu restes dans le top 15. Par contre, si tu perds, ciao. Donc c'est dire quand même l'estime que porte l'UFC à Benoît Saint-Denis et en lui offrant un mec qui est entré top 10. Il va pas brûler d'étapes comme ça avait pu être le cas contre Dustin Poirier. Pour sa progression, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est la bonne manière de voir les choses. Au niveau des styles, alors Benoît Saint-Denis, on connaît son style. C'est 100% de victoire avant la limite. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en face, sur ses 6 défaites en carrière, je crois, Beneil Dariush, c'est 100% de finish aussi subi. Donc dans l'idée, on peut s'attendre à un combat, ou en tout cas de la part de Benoît, parce qu'on le connaît, même si peut-être qu'il est un peu plus aguerri depuis sa collaboration avec Nicolas Haute. On peut s'attendre à un combat qui va partir vite avec Benoît Saint-Denis, où il va vouloir tout de suite montrer son style, montrer son agressivité, Benoît. Déjà, je trouve que ce combat, il est un peu symbolique. C'est parce qu'on a 2 combattants qui vont stylistiquement affronter leur vieux démon. T'as Dariush qui déteste, a des difficultés à affronter des gauchers, il va affronter BSD. BSD a eu du mal contre Renato Moïcano, qui est un sol très haut niveau.
Dariush aussi. Il faut juste rajouter la puissance de Dariush et là, tu as un combattant encore plus fort. Donc, c'est un beau combat qu'ils nous ont fait l'UFC. Et puis, stylistiquement, Baba le dira aussi, c'est que Dariush, ok, on le connaît, il a un menton un peu fragile, tout ça, mais c'est grappling d'élite. Une excellente défense de takedown, c'est 82% de défense de takedown. Et c'est ça qu'il faut mettre en lumière, parce que oui, BSD, on sait, il peut shooter, il shoot plein de fois. C'est ça son style de jeu, donc faut pas regarder sa stat de takedown réussi, elle est en dessous de 40%. Mais il faut regarder la stat que tu as mis en lumière, le temps de contrôle sur le dos. Et ça peut être un élément. Il a de très bons kicks aussi sur ses derniers combats, même début de carrière. Je crois qu'il avait de très bons kicks sur les derniers combats, très bons kicks. Oui, il y a la question du menton, il y a la question de gestion de l'agressivité. Il était bon en début de carrière, peut-être un peu moins sur ses derniers combats. Et là, Baba me rejoindra sûrement, c'est sa capacité à gérer la fatigue sur la durée. On a l'impression que Dariush est fatigué un peu comme Duplessis, fatigué très rapidement. Mais il peut enchaîner le deuxième et troisième, comme il avait fini le premier round. Il a une très bonne gestion de l'endurance, de la fatigue, avec un BSD qui met une grande intensité et donc qui peut vite tomber en fatigue. Ça peut être une clé de combat pour Benil Dariush. Ouais, Baba, du coup, tu rejoins ça, une capacité, on le sait, à Dariush quand même de pouvoir durer dans ses combats, et donc ça privilégierait l'option pour Benoît d'être agressif dès le début. Je sais pas trop parce que le problème c'est que Dariush c'est un combattant dur. Et je trouve que parier sur un début rapide, tonitruant, c'est très dangereux si ça tombe pas. Dariush, si tu le tombes pas, c'est dangereux en fait. Parce que comme le dit Anto, c'est quelqu'un qui est capable de combattre longtemps dans la fatigue, de prolonger l'effort. Et il a un très 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 gros mental. BSD, on n'en doute pas aussi. Mais du coup, tu te retrouves face au même mur que toi en face. Et après, ça devient différent. Et puis là, tu t'en joues au niveau des skills, l'utilisation de tes skills quand tu es fatigué, etc. Donc, moi, je suis pas sûr que partir très fort, ce soit une bonne option. Je pense que le striking, c'est l'option principale. Ça, c'est clair. Moi, Benoît est très fort au sol. Et il a dominé des mecs qui sont très forts au sol. Maintenant, le problème avec Benil Dariush, contrairement à un Maurice Roufi par exemple, c'est qu'il a une très très bonne lutte. Anto le disait, défense de takedown et lutte en général, il est très bon. Donc à la fois dans cette phase de défense, dans cette phase de clinch, dans cette phase de transition, il est excellent. Et puis ensuite, si jamais ça arrive au sol, lui, il n'a pas spécialement de problème. Il est bien, il n'a pas peur d'aller dans la garde des mecs qui sont super forts. Il est bon aussi pour dominer, donc sur sa top position. Ça fait que ça en fait une menace assez inédite pour BSD, si tu veux. Il a toujours affronté des mecs qui étaient forts, beaucoup plus forts dans un domaine que dans un autre. Tu vois. Là, c'est différent. Là, il est face à un mec très complet, très endurant et qui partage des caractéristiques mentales très similaires à celles de BSD, justement. Alors, par contre, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que il faut être quand même le premier sur l'action, sans forcément trop appuyer, sans forcément être trop agressif, quitte à s'exposer, mais être le premier sur l'action, c'est ça qui va être important. L'initiative, la prise d'initiative, la prise de décision, il faut qu'elle soit du côté de BSD. Il doit décider où le combat va se passer. Moi, j'estime que ce serait debout le mieux pour lui. Maintenant, il a montré aussi qu'au sol, il n'y a pas de problème, ça c'est clair et net. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a ce niveau d'agressivité qui caractérisera toujours BSD, mais en même temps, il faut pouvoir dire dans le combat, voilà moi où je veux que le combat se passe, et je vais être premier sur l'action, je vais être premier sur le déplacement, je vais être premier sur le travail de feinte, sur l'information, etc. Ça, être premier sur l'action, est-ce que ça veut aussi dire si Dariush envoie une information comme quoi il veut commencer à lutter, il va dire ok, j'accepte de lutter, mais du coup j'essaye pas d'esquiver quelque chose, j'accepte ta lutte, mais je vais essayer d'être meilleur que toi dans ce domaine. Personnellement, je pense qu'il faudrait être à l'initiative. Comme le dit Baba. Après, Dariush, c'est vrai qu'au début de combat, il a toujours du mal. C'est un peu un diesel, et surtout, la plupart de ses défaites sont au premier round. Donc, c'est quelqu'un où on peut se dire, donc oui, BSD, il y a l'agressivité, mais les différentes défaites de Dariush montrent que le premier round, c'est compliqué pour lui. Parce qu'il a du mal à trouver la distance, il a du mal à trouver sa distance de lutte, ou même sa distance avec des kicks, et il joue beaucoup aussi avec le hand trap, comme Baba l'avait expliqué dans un autre épisode. Quand il est face à un droitier, il n'y a pas de souci. Il va jouer avec la main, il va contrôler la distance de son adversaire, et dès qu'il trouve la distance, c'est bon. Il va pouvoir soit gagner à la décision, soit aller chercher un finish ou quoi, il n'y a pas de problème. Par contre,
sur les gauchers, à chaque fois, il a du mal. À chaque fois, il ne sait pas où placer sa main. C'est vraiment le souci de Benny Dariush. Il s'est fait, quand Oliveira, non pas quand Oliveira le met KO, mais quand il envoie le crochet. Oui. Oliveira est en gaucher. Un peu capillotracté, mais quand Saroukian met pas le genou, mais quand il met la frappe, il est en gaucher. Et puis Hernandez, quand il le met KO, il est en gaucher. Et quand Moïcano met le down en premier round, il est aussi en gaucher. Donc vraiment, il y a cette difficulté d'affronter en striking un gaucher. Donc je suppose, bien évidemment, si nous on l'a vu, Nicolas Hoth, le coin de BSD, tout son camp l'a vu. BSD est un très bon gaucher, a une bonne agressivité debout. Pourquoi pas aller chercher Baba, je suis pas, c'est pas qu'on n'est pas d'accord, mais c'est vrai que je dirais plutôt aller chercher ce striking au premier round, essayer de finir Dariush le plus rapidement possible, même s'il gère très bien la fatigue. Ça peut être une porte, comme tu peux vite te tromper et que tu le mets pas qu'au premier round, et il va aller chercher sa décision comme il l'a fait avec Moïcano. Baba, ouais, de toute façon, ça c'est une porte que Benoît connaît bien et qu'il a l'habitude d'employer. Après, s'il fait pas de ce genre de truc, c'est là où il nous surprendra un petit peu. Oui, bien sûr, mais quelque part, ce serait très bien pour lui s'il arrive à montrer encore une fois encore plus de versatilité. J'ai l'impression qu'on est sur courant alternatif, nous, qu'on se dit soit il peut finir, faut qu'il finisse vite, ou sinon il va utiliser son sol et il va prendre un peu plus de temps. Et en vrai, il y a beaucoup de travail maintenant. Il commence à avoir du kilométrage avec sa nouvelle team, et il y a pas mal de progression mise en place. Ça peut aussi faire un combat sur qui va sur les 3 reprises où il montre beaucoup de domination, bien sûr. Ça, il y a pas de souci. Maintenant, sur le principe, encore une fois, sur le principe, moi, c'est toujours mieux si tu peux terminer le combat vite. Ouais. C'est génial, tu vois. C'est juste que là, je me dis, pour le coup, il a quelque chose en termes de résilience et en termes de skills à la fois. La combinaison des deux, je ne sais pas s'il a encore vraiment eu... Il y a Dustin Poirier qui peut proposer ça, mais j'ai toujours eu un énorme bémol sur la ceinture noire et le sol de Poirier en général. Pour moi, Dariush est quand même beaucoup plus fort au sol que. Ah ouais. Alors ouais, donc vraiment éviter le sol pour Benoît. Éviter, je sais pas. Éviter, je sais pas, Charles. Éviter, c'est peut-être un mot dur. Enfin, en tout cas, il y a un énorme point d'attention. Ouais, tu vois. Et même physiquement, tu sens Dariush plus lourd que BSD. J'ai l'impression que physiquement, ça devrait s'équilibrer. C'est un peu ça, Anto, tu vois. J'arrive pas à ne pas me dire que là, face à lui, il a un espèce de miroir. C'est juste dans le futur, quoi. En termes de qualité physique, de qualité mentale et de skills, qui fait que voilà, il peut s'imposer en se disant, de toute façon, comme je suis le plus frais des deux, en fait, tu pourras pas tenir avec moi sur la durée. Ou alors, tu as un Dariush qui est toujours aussi bon dans ces qualités-là de résilience à la fois physique et mentale, et que, en fait, ça en fait une vraie guerre sur 3 rounds. Et quelque part, je serais presque très heureux de voir ça. Hein. Et ce que tu dis par rapport au sol, ça peut aussi rejoindre ce que disaient Antoine et Taylor. Il disait, Benoît, s'il est au-dessus, ça va. Par contre, contre un Dariush, s'il se retrouve en dessous, là, ça peut être très dangereux. Et Benoît pourrait peut-être manquer d'armes à ce moment-là face à un expérimenté comme Dariush. Ouais, franchement, ouais. Je pense que c'est pour ça que je vois pas le sol comme étant une option principale à cause de ça. Ouais, donc même les amener au sol peuvent être dangereuses, parce que si au moment d'être au sol, il se retrouve dans la mauvaise position, c'est peut-être quelque chose à éviter pour ne pas se retrouver dans cette mauvaise position. En tout cas, en début de combat, le danger il sera très réel. Après, si tu arrives à toucher Dariush durement plusieurs fois et qu'il est sonné, qu'il manque de lucidité, qu'il est entamé, ah ouais, là, c'est une autre histoire. C'est une autre affaire. Tu l'amènes au sol, tu peux le terminer parce que le gars, il est plus à 100%. Après, le problème, c'est que quand même, Dariush, en striking, il a aussi des gros skills. Que ce soit avec les pieds, avec les poings, avec les genoux, il est assez complet en striking aussi, donc il pourrait c'est là où tu disais que c'est un combattant complet, hein, puisque là au final on énumère toutes les situations de combat et on se rend compte qu'il va être dangereux partout, donc en striking notamment, qui peut être la force de Benoît, faut faire gaffe. Ouais, non, faut faire attention à ça. Après, sur ces derniers combats, on a pu voir une boxe un peu limitée. Très peu d'attaques en angle, très peu de boxe en reculant. Pour le coup, c'est vraiment compliqué. Il sait pas le faire. C'est très compliqué. Même la plupart des combattants de MMA ont du mal à boxer en reculant. Son jeu de main, il est un peu prévisible, comme je disais, avec le hand-trapping. Mais aussi, des fois, on pourrait dire qu'il a une stratégie un peu discutable, Dariush. Pourquoi essayer d'échanger alors que des fois il peut attraper le combattant? Pourquoi échanger avec Saroukian? J'ai pas compris. Pourquoi vouloir échanger avec Charles Oliveira alors qu'il le maintenait très bien au sol? Après, Oliveira, on connaît son sol, hein. Déjà, à noter qu'il a quand même
gagné, enfin, il a bien gagné la position du dessus avec Oliveira. Il avait réussi à mettre. Oliveira accepte d'être sur le dos, mais Dariush a quand même contrôlé Oliveira sur son dos. Et on connaît le jeu au sol d'Oliveira, donc attention à ça au niveau de BSD. Mais la stratégie debout, ou même dans son MMA global, elle est un peu discutable. Des fois, il va échanger, comme on pourrait le dire pour BSD en fait. Des fois, il va échanger en boxe, alors que ça n'a aucun intérêt de le faire à ce moment-là. Donc là, on peut avoir une ouverture pour Beneil Dariush, mais je suis en train de me dire en même temps, en tant que je parle, mais c'était les défauts de BSD il y a quelques années aussi. C'est pour ça, moi j'ai l'impression qu'il affronte presque son double du futur. Ouais. En gros, il affronte le mec que lui-même, parce que Benoît il a 29 ans je crois, 36 ans, donc il affronte le mec que lui-même pourrait être dans 5 ans, 6 ans. Sauf que Benoît il a déjà commencé à corriger ces défauts-là. Beneil, t'as l'impression qu'il a refusé d'aller à l'encontre de son tempérament. Il a toujours refusé. Et ça a donné ce que dit toujours des moments dans des combats où tu te dis le mec il domine, il y a un chemin pour la victoire là qui est clair et net, et d'un seul coup il dit bah non, je suis Canelo en fait. Et il reste là, il est debout et il échange à l'intérieur dans la boîte, il prend un coup, il se prend un knockdown et il se met en difficulté. Il finit par trouver une clé pour gagner le combat. Mais moi à chaque fois que j'ai regardé des combats de Beneil Dariush, je me suis dit ce mec il a une propension à se rendre les combats difficiles qui est, pour un mec de l'élite, qui est assez impressionnante quand même. Ce qui m'étonne, parce qu'en plus, moi je le vois plutôt comme un étudiant du MMA, il donne aussi beaucoup de cours. Ouais, bien sûr. Tu vois, c'est un mec qui normalement est censé. Tu vas pas contre ton tempérament. Ouais. Il y a des mecs comme ça. Alors, pour toi, il a pas vraiment appris de ses défaites contre Oliveira, Tsarukyan, qui lui ont fait mal, parce que dans la montée dans laquelle il était, prendre 2 défaites à ce moment-là, c'est très très dur. Ça l'empêche d'avoir des ambitions au titre. Il a pas appris tout ça. Il a répété certaines erreurs contre Moïcano. C'est ce qui me fait dire ça en fait. C'est que contre Moïcano, clairement, il fallait lutter. Et à chaque fois qu'il a lutté, il a dominé Moïcano. Mais ensuite, il s'est forcé à faire certains échanges, debout, à faire des trucs. Moïcano aussi, il s'est distingué par son manque de fight IQ dans le combat. Ça a été assez saisissant. Mais Dariush aussi, il a cette propension-là à accepter les échanges trop facilement. Et il y a des mecs, c'est leur tempérament profond. À chaque fois que je parle de ça, je parle d'un ami, boxeur, pote, que tu veux, Yetkin au school, un des plus grands champions en Muay Thai qu'on a eu. Yetkin, on pouvait préparer un combat pendant 8 semaines. Faut faire ça, on va pas faire ça. D'accord, au premier coup qu'il prenait, terminé, fini. Fini le game plan, fini l'intelligence de combat, fini c'est... Non, je vais lui casser la gueule. C'est tout en fait. Quitte à prendre des coups, quitte à se mettre en danger. Et il y a des combattants, tu peux faire ce que tu veux, c'est comme ça. Et en fait, finalement, Benoît Saint-Denis, on se disait ça de lui, mais peut-être que depuis maintenant 6 mois, 1 an qu'il travaille avec Nicolas Haute, en tout cas, en 6 mois, il a fait 2 combats déjà avec Nicolas. Ce qu'on pensait de Benoît, finalement, on le révise un petit peu. On se dit, il est capable pour l'instant de ce qu'on a vu. Mais ça tend à être corrigé. Il y a toujours encore un peu de faille. Il a vu contre Prépolek, il a lâché la bête, c'est lui qui le disait. Contre Ruffy, il a pris quelques gros coups. Après, Ruffy aussi, très bon striker. Il est fort. Il est fort aussi, mais il prend quand même des coups clean. Il a pris un coup de genou, il a pris une gauche ou une droite, je m'en rappelle plus trop, mais il se fait toucher, mais il tend à corriger ses défauts, ce que Beneil Dariush n'a pas fait. Et Nicolas Haute, c'est tout son challenge entre guillemets à Nicolas, c'est de pouvoir garder Benoît dans ces rails-là et de se dire non mais notre meilleur chemin de victoire, ça va être celui-ci, et c'est pas facile. Il y avait Arman Tsarukyan qui expliquait que Khamzat Chimaev il surdomine des DDP en faisant ce qu'il fait. Je t'amène au sol, je te contrôle, j'essaie de faire quelque chose. Il demande quand même dans l'interround à Arman, est-ce que je peux striker là, c'est bon? L'autre lui dit mais non, pourquoi tu veux striker alors que tu es en train de dominer, tu vois? Il a été obligé de le recadrer alors que toi-même tu es dans l'action, toi-même tu vois ce que tu fais, ça fonctionne. Mais tu as un espèce de truc dans ton cerveau qui en fait là j'ai envie de faire off et puis je vais échanger quoi. Est-ce que finalement est-ce que vous direz que c'est parce que je disais qu'il y avait peut-être quelques étapes qui avaient été brûlées quand on lui a proposé de Frévola, aller à Poirier, c'est peut-être ça aussi qui est... Est-ce que celui-ci, du coup, c'est le combat, même par rapport à ceux qui ont été passés, le combat le plus important de sa carrière, c'est celui-là qui va vraiment déterminer pour Benoît la suite des événements le concernant? Ouais, on peut voir ça sous cet angle. Moi, je pense que le combat le plus important de sa carrière, c'était celui contre Dustin Poirier. Moi, je pense que c'était celui-ci. Parce que il a vu ce que c'était le très très haut niveau. Et ça, pour un combattant, c'est super important. Donc prendre le positif de la défaite et puis surtout ce qui s'est passé derrière. Parce que c'est là où il commet son erreur. Ensuite,
de changer son entraînement et de partir à la guerre sans être coach, sans rien, tu vois. Et il a compris derrière. Et c'est ce qui provoque un petit peu tout ça. Donc, je pense que tout ce qui s'est passé autour du combat contre Dustin Poirier était important. Maintenant, dans ce rebond de carrière, c'est une étape. C'est ça la réponse que je veux dire. C'est une étape super importante. Une étape super importante. Ouais. Comment tu vois où est-ce que tu situes l'importance de ce fight dans la globalité de la carrière de Benoît? C'est ça, hein, comme il l'a dit Baba, c'est une étape aussi parce que là, avec la défaite contre Poirier qui lui pouvait être pardonnée parce que l'UFC l'a propulsé, il y a eu la défaite derrière contre Moïcano. Ouais. Un peu moins pardonnable, je parle de l'UFC quand je dis pardonnable, c'est que ok, t'as pris Prépolek, t'as pris Ruffy, c'est bien, t'as conservé ta place dans le top 15. Aujourd'hui, on te redonne la chance de monter dans les rankings. Faut la saisir parce que je pense pas que l'UFC lui. Oui, Gamrot a perdu, mais je pense pas qu'en perdant contre Benil Dariush, on va te donner Gamrot qui est juste au-dessus. Le combat est important. Chaque combat maintenant, désormais pour BSD, faut le gagner. Tant que c'est pas l'élite, c'est proche de la ceinture. Chaque combat, faudra les gagner. Entre le 5 et le 10, faut les battre. Entre le 10 et le 15, faut les battre aussi. Benoît Saint-Denis contre Benil Dariush qui sera donc le combat d'ouverture de cette main card de l'UFC 322 en direct de New York et en direct sur RMC Sport. Est-ce que pour vous c'est le plus beau numéroté de l'année, ce 322? Oui. Oui. Le fait que ce soit que cette salle soit celle de Madison, ça joue, ou alors si tu la mets à la T-Mobile, c'est pareil pour vous? Moi le problème c'est que l'UFC tu peux le faire à New York, tu peux le faire à Tripoli, c'est la même chose. Après, je pense que c'est pas New York, ils font pas une carte comme ça. C'est ça. Par contre, même carte ailleurs, c'est la plus belle carte de l'année. Mais l'UFC la carte est ouf. Ne ferait jamais ça ailleurs. Parce qu'on rappelle que d'ailleurs il y a un épisode du RMC Fighter Club qu'on a fait sur le combat principal avec une énorme analyse technique. Je vous invite à aller l'écouter parce que pour le coup c'est très intéressant. Mais c'est vrai que le main et le co-main, c'est peut-être deux des meilleurs combats féminins pour Shevchenko Zeng et masculin pour JDM Makhachev que tu puisses actuellement trouver à l'UFC. Franchement, la somme de skills sur ces deux combats et 4 combattants, c'est exceptionnel. On est le très très haut du panier, c'est du très très lourd, des combattants super forts qui maîtrisent tous les aspects du MMA. Et je sais pas, tu vas pas beaucoup voir ça en fait à l'UFC. Ouais, deux fights comme ça à ce niveau-là. Je sais pas, chez les hommes, est-ce que vous auriez préféré par exemple voir un Topuria contre Makhachev à la place de ce JDM contre Makhachev? Vous voyez, est-ce que quel combat t'aurais préféré voir en disant celui-là c'est encore plus fort? Ouais, Topuria Makhachev c'est plus fort, je pense. Oui, c'est plus fort. Topuria Makhachev, oui. C'est plus fort, mais on est sur 2 combats ultra hauts. J'ai une préférence pour l'autre, comme tout le monde, je pense. Mais attention, le combat contre JDM, il est exceptionnel. On l'a détaillé, plus que détaillé même. Mais c'est vrai que oui. Mais c'est peut-être le seul combat que j'aimerais voir au-dessus, peut-être. C'est ça. Il y en a qu'un seul. Il n'y a que ça comme combat. Puis plus globalement, une personne qui a jamais regardé le MMA mais qui a une appétence pour les sports de combat ou même le sport en général, là faut se lever ou pas dormir, faut être branché 1h du matin sur RMC Sport, vous prenez tous vos potes, vous faites une soirée là et vous regardez Baba et Thomas Desson à la présentation. En plus si tu as beaucoup de potes, un abonnement à 15 € à RMC Sport, tu mets 1 euro par pote. 1 euro par pote, c'est bon. Ça c'est fimeux. Ça Charles, c'est un technicien mais c'est bien. Bon, j'espère que j'aurais fait une bonne pub et que les patrons nous entendent. En tout cas, on aura fait le review donc de ce RMC, de cette UFC plutôt 322, cet épisode concernant le combat avec notre Français Benoît Saint-Denis contre Benil Dariush. Et puis encore une fois, le Fighter Club très technique avec Thomas Logodec qui était notre invité, ceinture noire de JB, et qui a détaillé techniquement ce que ça pourrait être avec Baba, lui l'expert du pied-point. Et justement, il y avait ces deux mondes qui discutaient et qui a donné quelque chose de très très intéressant. On vous invite à retrouver ça sur les plateformes de podcast et sur YouTube. Merci Anto. Et merci à Charles. Bon courage pour tes nuits du coup cette semaine. Bon courage pour tes nuits aussi. Ouais, merci. Et puis surtout à Baba qui sera en plus au commentaire du One après avoir été en plateau pour cette UFC. Ouais, mais c'est cool, je me régalais moi. Je me régalais, après je dormirai tranquille, mais force à vous tous et puis soyez là, accompagnez-nous parce il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés pour que vous ayez la meilleure expérience possible. Je vous assure, donc soyez là, n'hésitez pas à donner de la force à tout le monde. Ouais, que du kiff, en tout cas c'est ce qu'on essaye de transmettre ici sur RMC Sport Combat. Merci à toutes et à tous de nous avoir été fidèles comme d'habitude. Merci à Arthur Robert, merci à Vincent Cauchois et n'hésitez pas à liker, à commenter comme on vous le recommande de le faire à chaque épisode. À très vite dans le RMC Fighter Club et encore merci à toutes et à tous. Ciao. RMC Fighters Club.